la CDC à l'ère de cette rationalisation dont on parle. Alors, qu'envisage concrètement faire la CDC? Merci beaucoup. Merci d'être là. Je vais, à l'entame de mon propos, remercier le président de la République pour son soutien, son Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement. Remercier le président aussi pour nous avoir envoyé Madame le ministre de cabinet adjointe, Madame Diop. Remercier le ministre des Finances, notre tutelle, qui a bien voulu détacher le conseiller technique, M. Ndiaye, et de participer à cet atelier. Remercier aussi le ministère de l'Urbanisme, qui aujourd'hui est empêché à cause des déplacements sur Kigali, qui a bien voulu nous détacher M. Mohamed Tala Daou, secrétaire en charge du logement. Cet atelier a été convoqué en prélude de l'organisation d'un salon national des investisseurs prévu au mois de décembre, vers mi-décembre. Cet atelier vise à un peu mesurer nos capacités en matière de mobilisation de ressources internes. Il est question de collecter et de sécuriser, d'investir après et de financer. Mais comment est-ce qu'on doit collecter? Qui doit collecter? Qui est-ce qui est habilité? La CDC a pour mission de collecter, de sécuriser, de fructifier de l'argent pour l'investir dans l'intérêt général. Mais en matière d'investissement aussi, la CDC est édictée par les orientations, les options qui sont définies par l'État à travers une note de politique sectorielle, à travers un document référentiel de politique économique et sociale. Aujourd'hui, nous parlons du projet. C'est ce projet, ces filaments, ces différents découlements, ces différentes déclinaisons, sa traduction en programme, en plan, qui guideront jour et nuit les actions de la CDC. Cet atelier de partage aujourd'hui, qui vise à vulgariser les métiers de la CDC, a aussi pour objectif d'asseoir une certaine dynamique de coopération. Aujourd'hui, nous en sommes à un contexte très difficile, où les budgets sont écorchés, où l'installation de nouvelles gouvernances vient juste de prendre forme. Il nous faut trouver des mécanismes, des leviers, des articulations permettant un peu de faire face à cette situation financière extrêmement tendue. Justement, les caisses de dépôt et consignation, du fait de l'argent que nous recevons, qui n'est pas de l'argent cher, parce que l'argent a un coût, du fait de ce circuit parallèle, du fait de ces options alternatives que la CDC peut proposer en matière de mobilisation de ressources domestiques, fait d'elle une des premières catalysateurs de ressources domestiques à mettre à disposition aux collectivités, à aider aussi le financement des projets et programmes structurants de l'État. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas de mission propre, hormis celles qui sont confiées par la loi, hormis ces options et stratégies qui sont définies par l'autorité. Aujourd'hui, la CDC est l'interlocuteur privilégié des collectivités territoriales, parce que de par la loi, elle a pour mission aussi de financer les travaux d'infrastructure des collectivités territoriales. La CDC aussi se questionne sur l'orientation de l'investissement public. La CDC se questionne sur la répartition spatiale égalitaire des investissements. Parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'à l'image du TER, du BRT, 99% ou 90% des investissements sont faits au niveau de Dakar. Dakar, c'est la capitale surveillée. Mais pour être impactant, pour être sérieux, pour vraiment que ces gens-là, qui sont partie prenante au PIB et qui contribuent de manière très modeste, adressés au secteur primaire, qui quand même parle 60% de la population, ne sont pas forcément à Dakar. Aujourd'hui, le foncier qui doit permettre de faire de l'aménagement, de l'habitat social, des ressources naturelles, le logement social n'est pas à Dakar. Le foncier qui le fera sera dans les terroirs. Le foncier qui le fera, le foncier est dans les terroirs. Il faut donc adresser à la direction des collectivités. Alors, on parle de mobilisation de ressources, on parle également de souveraineté. Alors, comment est-ce que vous comptez mener, par exemple, ce rôle catalysateur pour essayer donc d'amasser le maximum de ressources? Bon, on parle de souveraineté. Bon, déjà, pour pouvoir, dans ce cadre-là, mesurer notre capacité interne avant de pouvoir prétendre à autrui. Aujourd'hui, en matière d'investissement et de financement, nous ne pourrons pas tout faire. Aucun État au monde ne peut tout faire. L'État doit compter sur ses mécanismes, ses leviers propres, et puis après pouvoir quantifier son besoin en supplément, en sus de ce qu'il a, pour un peu aller chercher et adresser d'autres opérations, d'autres options lui permettant de satisfaire toute cette assiette d'opportunités et d'options dans ces financements. Cette stratégie, cette souveraineté voulue, adresse aussi beaucoup de responsabilités dans la manière de nous comporter. Aujourd'hui, nous avons des banques
nationales, parfois qui ne sont pas assez lotis, qui n'ont pas une certaine capacité. Dans l'utilisation même des ressources, l'utilisation des allocations budgétaires. Aujourd'hui, la Caisse des dépôts et consignations, vous déposez de l'argent, cet argent est non seulement rémunéré, mais mis à disposition sans forcément mettre en sus des coûts supplémentaires. Alors que si vous utilisez d'autres leviers, vous allez sortir avec une rémunération de 10, 15, 17%. Alors que nous mettons gratuitement des ressources qu'on nous donne en dépôt, suivant des secteurs qui sont priorisés par l'État du Sénégal. Donc je crois qu'au moment de souveraineté, je crois qu'il faut d'abord pouvoir mesurer nos capacités internes, nos capacités à utiliser de manière intelligente les ressources dont nous disposons. Aussi, la souveraineté adresse les leviers et véhicules de financement. Aujourd'hui, vous savez, dans le secteur minier, il y a énormément de choses à faire. Tout à l'heure, le ministre conseiller a parlé de la filière agricole à mettre en place. Je vous donne l'exemple de ces filières agricoles. Cette filière agricole, elle est portée par deux aspects. L'aspect production d'engrais. Vous savez que les Marocains sont les premiers au monde en matière de phosphate, parce qu'ils ont 70% de la commande mondiale. Pourtant, les Marocains n'ont pas le gaz. Le phosphate, souvent, il va avec le gaz. Pourquoi nous, Sénégalais, qui avons le phosphate, avons le gaz, sommes relégués, ne pouvons pas aussi contribuer? Pourquoi aujourd'hui, nous dépendons du société qui est là, mais qui sort cet engrais-là à un coût extrêmement onéreux, alors que c'est un produit extrêmement stratégique? Pourquoi? Parce que ce produit-là permet de faire des bonds en avant dans le secteur de l'agriculture. Alors que l'agriculture aussi, l'élevage et la pêche, comme l'a dit tout à l'heure Madame la DCA, le secteur primaire dans sa globalité est un secteur qui devrait porter l'économie sénégalaise. Le second point qui constitue l'élément constitutif du business plan de cette filière agricole, sont les hangars de stockage. Les hangars de stockage, pourquoi? Aujourd'hui, vous voyez pour l'oignon par exemple, de cette filière agricole, sont les hangars de stockage. Les hangars de stockage, pourquoi? Aujourd'hui, vous voyez pour l'oignon par exemple, on vous dit qu'on a assez d'oignons, on en a assez tellement qu'on ne sait plus où les mettre, on creuse, on les ensevelit. Quelques temps après, vous voyez que le coût est quintuplé. Aujourd'hui, si nous avions des hangars de stockage qui seraient les premiers pas vers l'industrialisation, parce qu'il faut pouvoir stocker, garder et pouvoir après mettre des unités de transformation pour un peu être de l'avant. Donc c'est pour dire que cette filière agricole pose aujourd'hui des questions de souveraineté. Pourquoi? Parce qu'il y a ces éléments qui ont trait à l'alimentaire, à l'agroalimentaire, qui ont trait à l'agriculture, à l'élevage, à la pêche, doivent être soutenus. Pourquoi? Parce que c'est le secteur primaire. Le secteur primaire mobilise 60% de la population, mais ne contribue malheureusement que pour 15% au PIB. Donc il nous faut assez de contributeurs au PIB pour avoir un PIB conséquent, mais un PIB porté par le Sénégal. Je donne aussi un exemple. Dans le financement des infrastructures, aujourd'hui, on n'a pas d'outils, de levier nous permettant d'amasser l'épargne publique. Aujourd'hui, on a 100 milliards qu'on cherche. On pourrait avoir 1 million de Sénégalais qui mettraient 100 000 francs chacun. Moi, je vais puis ces 100 milliards-là et les mettre dans l'infrastructure et puis derrière, rémunérer des Sénégalais, de bons citoyens sénégalais, que les ressources restent au Sénégal. Alors qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche 100 milliards à l'étranger et on donne en concession des bailleurs étrangers qui tiennent 35 ans nos infrastructures pour l'exploiter. Je crois que les Sénégalais peuvent le faire, les Sénégalais peuvent mobiliser des ressources. Moi, je crois qu'il faut déjà pouvoir compter sur nous-mêmes avant de pouvoir prétendre à autre chose. C'est la raison pour laquelle nous avons convoqué cet atelier. Sur cette même lancée, monsieur le directeur général, on ne peut pas parler de souveraineté sans la jeunesse. Qu'est-ce que les recherches deviennent meilleures? Question importante. Aujourd'hui, la CDC dispose d'une filiale qui est affichée juste derrière moi, qui s'appelle la CDMP, la Caisse des marchés publics. La Caisse des marchés publics est une filiale qui adresse au financement des PME et PMI. Donc, les jeunes, à travers leurs organisations, les jeunes qui seraient formalisés. D'ailleurs, nous avons un projet avec le ministère de l'Agriculture qui vise à asseoir des coopératives agricoles. La CDC a pris l'altitude d'y adosser autant de GIE pour un peu formaliser les jeunes et puis derrière mettre en place des périmètres agricoles, financer les activités agricoles à travers la mise à disposition de plans de leasing, plans de crédit bail. Pourquoi? Parce que le matériel agricole pourrait être géré par ces jeunes constitués et puis la formation serait assurée par, nous avons la 3FPT, nous avons d'autres organes qui assurent la formation. Et puis cette jeunesse aussi pourra prétendre à ces services et offres de la CDC en quoi faisant? La CDC a décidé, au lieu de subir les demandes de financement et d'investissement, d'être à la proaction. En quoi faisant? Nous avons décidé d'opérer une approche territoriale, une approche régionale du financement. C'est-à-dire qu'on se dirait qu'au niveau de la zone centre, est, ouest, nord, sud, on déploierait telle enveloppe pour un peu cadrer avec les spécificités de la zone. Quand vous prenez la région de Kaolack, ce qui s'y fait, c'est l'agriculture, c'est le bassin arachidier. Donc, on verrait bien des jeunes entrepreneurs agricoles bénéficier des financements de cette CDMP que je viens de dire. Vous pouvez aussi revenir sur le partenariat. Les recrutements qui se faisaient ne se faisaient pas suivant des critères objectifs. Les gens ne le faisaient pas, voilà,
pour l'intérêt exclusif des institutions comme la Caisse des dépôts et consignations. Nous, pour un souci d'avoir un personnel de qualité, pour des raisons d'équité, nous devons permettre à cette jeunesse-là de pouvoir prétendre à des stages au niveau de la CDC. Quand je dis CDC, il faut voir CDC et beaucoup de filiales. Ces filiales aujourd'hui sont en pignon sur rue. Vous pouvez voir une filiale qui a le budget d'un ministère actuellement. Donc aujourd'hui, la CDC est une grosse machine. Et ces filiales peuvent accueillir cette jeunesse compétente, cette jeunesse ambitieuse, les avoir en stage et puis derrière, pouvoir avoir la possibilité de pouvoir les recruter. Mais nous devons aussi, nous CDC, orienter notre ligne RSE de soutien à l'entrepreneuriat à ces établissements qui quand même font des efforts et parfois n'ont pas forcément